On se rend compte que sur l'impact, on va dire, au sens large, en tout cas sur l'économie sociale et solidaire ou sur les nouvelles idées, on a un vrai pouvoir prescripteur. Et donc quand Loïc vient me voir et me parle de ses projets Ulule, on se dit, vas-y, on lance un magazine en fait. On crée un média exprès pour ça en fait. Vraiment un média d'inspiration et qui va mettre en avant les femmes et les hommes qui œuvrent pour un monde meilleur. Du coup, on lance So Good à ce moment-là et là se pose la question de comment on va financer So Good et comment on va faire en sorte que So Good fonctionne en fait. Loïc a une super idée. Il dit je veux pas de page de pub à l'intérieur. On va proposer aux entreprises de s'abonner, en fait, d'abonner leurs salariés. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. C'est un média qui est en mutation, donc je suis pas inquiet sur le fait de raconter des histoires. C'est-à-dire que le récit continuera quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, on se racontait des histoires, les hommes préhistoriques dessinés dans les grottes. Demain, les mecs se raconteront des histoires avec des puces implantées dans la main des gens, et donc ça, il n'y a aucun stress là-dessus. Après, la forme du récit, ça, la technologie nous le dira. J'ai l'immense plaisir de recevoir Franck Hanez, entrepreneur média s'il en est, puisqu'il a fondé l'empire SoPress, un groupe indépendant qui pèse dans le paysage médiatique français depuis presque 20 ans. Avec SoFoot, SoFilm, Society ou encore So Good, le dernier titre en date, c'est la création de plusieurs dizaines de magazines, des sociétés de production audiovisuelle ou encore un label de musique. Franck nous explique comment il lance des médias à l'instinct, puis comment il se développe à la manière d'un artisan, du contenu léché dont la patte SoPress est reconnaissable quelle que soit la thématique et avec pour seule rigueur celle de savoir s'arrêter quand ce n'est pas rentable. On parle de ses partenariats avec Ubisoft pour GTV ou encore avec Ulule pour So Good et son modèle de financement original. Cet épisode, c'est aussi un épisode un peu fou où Franck nous raconte ses sketchs qui ont mal tourné sur le grand journal et où on parle aussi bien de OnlyFans que de médias d'impact et de RSE. Et c'est pour le moins savoureux. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Franck Hanez, journaliste, entrepreneur média et patron de presse à la tête du groupe SoPress. Salut Franck. Salut. Je voulais absolument faire un épisode avec toi. Je remercie au passage Sébastien Bruno pour la mise en relation. Parce que pour moi, tu es l'invité parfait pour ce podcast. Tu as fait toute ta carrière dans les médias. Tu as un parcours plutôt atypique. Et surtout, tu sais ce que c'est de lancer un média. Tu en as plusieurs dizaines à ton actif. On peut d'ailleurs citer SoFoot, SoFilm, Society, So Good, Pédale, Tampon, Trash Talk, j'en passe. Également, initialement, vous faites du magazine, mais tu es aussi un peu touche-à-tout dans les médias et dans le divertissement au sens large, puisque tu gères des sociétés de production de films, Sauvage, un label de musique Vietnam. Vous savez vous renouveler et vous diversifier, puisque vous faites des podcasts, de l'événementiel, etc. Et enfin, je trouvais intéressant d'avoir ta vision en tant que groupe média indépendant. Tu décris souvent SoPress comme un modèle artisanal. C'est une autre façon de faire des médias que je voulais mettre en lumière. Donc j'aime bien m'intéresser au parcours des invités. Le tien est plutôt rempli. Donc on va forcément revenir sur ton histoire, la naissance de SoPress. Ensuite, on parlera un petit peu du présent, vos actualités et ton quotidien. Et enfin, on finira par un peu de prospective sur le futur de la presse. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Ça m'aurait pas arrangé si tu m'avais dit non, donc ça va. La question que je pose toujours à mes invités, la première, c'est comment tu es tombé dans les médias ? Un peu par hasard et pas tout à fait en même temps. En fait, je traînais dans des fanzines quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et puis, quand je suis arrivé en école de commerce, je voulais monter une maison de disques. Okay. J'étais encore un peu jeune. Et donc, du coup, j'ai commencé par vouloir organiser un festival de musique. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Et je me suis rendu compte que ça me prenait pas toute l'année de préparer ce festival. Et donc, du coup, j'ai proposé à mes camarades de faire un petit fanzine à l'époque, qui était sur la musique uniquement. Ouais, ok. Et puis, ce fanzine est devenu un fanzine un peu plus gros qui s'appelait Sofa. Ouais. Donc là, on est fin des années 90. Et on s'est dit tout de suite, si on le mettait en kiosque, en fait, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas faire un magazine en kiosque. Comme ça, sans
Sans savoir exactement comment ça Non, fonctionne. sans savoir comment ça marchait Ok. vraiment. Et du coup, on a fait plein de bêtises, mais on a appris sur le tas. Et puis après, une idée en entraînant une autre. Ça La sent- maison de disques a mis un peu de temps à se monter. Et, On on a commencé par faire des magazines. On va y revenir, mais du coup, comment on met, quand on n'a aucune expérience, comment on met un magazine en kiosque? Bon, assez simplement, hein, on regarde qui sont les diffuseurs dans les magazines existants. On regarde qui sont les imprimeurs des magazines existants. Et on appelle ces imprimeurs, on appelle ces diffuseurs. En l'occurrence, en plus, il y en a que deux. À l'époque, il y avait NMPP et MLP. NMPP est devenu après Prestalis et est devenu maintenant France Messagerie. Et donc, du coup, moi, j'ai contacté les NMPP à l'époque. Et puis voilà, tu fais un chèque de 700 € C'est aussi simple que ça. et puis c'est aussi simple que ça. Après Sofa, donc Sofa, ça a duré longtemps quand même. Ça a duré quelques années. Sofa, ça a duré 7 ans. 99 à 2006. Ouais. Entre-temps, t'as fait un petit parcours, je crois, dans l'audit où il y a Donc j'ai fini mon école de commerce. Donc à l'école, je faisais ça et puis j'avais monté une radio aussi avec des potes qui s'appelait Rêve FM. Et puis ensuite, je me suis barré faire de l'audit chez Ernst & Young. Je continuais la radio, je continuais Sofa en même temps. Et donc du coup, c'était assez cool parce que ils avaient une approche qui était assez chouette. Ils me laissaient très libre. Pour quelqu'un qui faisait de l'audit, ils me laissaient très libre de faire ce que je voulais. J'avais un supérieur hiérarchique qui s'appelait Loïc Leplat, qui était super et qui me couvrait aussi beaucoup. Et puis, on avait un associé dans les cabinets d'audit, ça fonctionne par associé qui dirige des pôles. Tout à fait. Et donc, moi, j'étais dans un pôle qui était plutôt pôle tertiaire. Donc, j'auditais des boîtes de pétrole et de cinéma, notamment. Ah, je faisais Gaumont, marrant, ça. Je faisais BP, etc. Et marrant, je sais. Ouais, non, mais en fait, en vrai, moi, je me suis bien amusé là-bas. Après, j'aimais pas la posture morale de l'auditeur qui est censé vérifier. Qui vérifie quand même les comptes d'une boîte pour vérifier que ça colle à la réalité de son activité et en fait commandité par des actionnaires. Ouais. Et donc du coup, bon, c'était pas forcément ma vision politique de la chose, on va dire. Mais c'était très formateur. J'ai rencontré des gens super. Le mec qui dirigeait le pôle s'appelait Denis Thibon. Il était génial et vraiment, il me laissait vraiment très très libre de faire mes canards à côté, enfin mon canard et ma radio à côté, sans que ça pose de problème, etc. Enfin, j'avais pas à me raser forcément non plus. Ah ouais. Enfin, j'ai pas le costard cravate quand même. Costard, mais je mettais pas de cravate et franchement ils s'en foutaient. Et pourtant je mettais des cravates en dehors. C'était le paradoxe, c'était que c'était une époque un peu dandy et je mettais des cravates souvent, mais je mettais pas toujours des cravates au bureau. Et non, ils étaient franchement très très cool. Enfin, c'était pas du tout une souffrance. Comment t'en es sorti de cette... J'en suis sorti assez rapidement. Hein. J'ai fait mon apprentissage là-bas. Ils m'ont payé mes études du coup, donc c'était très bien parce qu'une école de commerce ça coûte cher et que j'avais pas forcément les moyens de la payer. Donc ils m'ont payé mes études et après j'ai fait 8 mois chez eux. Et au mois d'août, j'ai démissionné au mois d'août 2000 pour rejoindre Culture Pub. Ouais. Alors l'émission d'M6. Pourquoi du coup Parce qu'ils m'ont fait une proposition. Tu les connaissais ? Ouais, je les avais rencontrés à un festival de pub. À Cannes où j'étais descendu avec un pote pour faire la promo de Sofa. Ouais, c'était lié à Sofa du coup. C'était lié à Sofa, ouais. Et en fait, on s'incrustait dans toutes les fêtes, etc. Donc eux, ça les faisait marrer parce que on était censé connaître personne et on arrivait à rentrer à peu près partout. Et donc du coup, ils s'étaient dit tiens, ils ont l'air un peu malins ces deux-là. Et mon pote en question après est parti chez BETC, une agence de pub. Ouais. Il a fait toute une carrière dans la pub, qui est un mec très brillant. Et puis moi du coup. Tu faisais quoi ? T'écrivais là-bas à Culture Pub ? En fait, à Culture Pub, on était peu nombreux, donc on faisait les sujets. Et puis moi, j'étais en charge d'une rubrique au début qui s'appelait Des coups, qui était la rubrique qui découvrait les nouvelles actualités publicitaires. Et donc t'écris, tu fais ta voix, et puis je faisais des sujets. Ok. Je faisais ça dépendait un sujet par émission dans les bons tempos quand je commençais à être rodé. Et au début, j'apprenais. Mais on était très peu. Hein, c'est vraiment une toute petite équipe. J'ai vu que là qu'ils essayaient il y a une personne qui a repris un peu la marque et qui essaie de la faire revivre un peu sur le digital, mais je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ça serait bien. Et du coup, toi, quand t'as lancé Sofa et après les autres, t'écrivais ? Ouais, j'écrivais énormément. Et c'était quoi j'aime bien un peu comprendre le truc. C'était quoi pour toi l'écriture ? C'était quoi, un exutoire ? T'avais envie de de donner du divertissement aux gens ? Non, à l'époque en plus c'était bien plus prétentieux que ça, je crois. C'était comme
beaucoup de mecs de 18-20 ans qui avaient été bercés par la presse culturelle française, qui est surtout une presse de critique culturelle. Et ben, j'avais envie de donner mon avis sur des disques, sur des films, etc. Quoi. Enfin, c'est-à-dire que je croyais que mon avis était super important. En fait. Et j'ai beaucoup relativisé depuis, mais à l'époque, je pensais que c'était super important. Et donc, du coup, je donnais mon avis sur des disques, essentiellement. Et en vrai, il y avait quand même un fond positif malgré tout. J'étais pas juste un petit con qui disait ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça me permettait de défendre des artistes. J'ai toujours été très fan de musique. Ça me permettait de défendre des artistes que je trouvais souvent un peu sous-médiatisés, quoi. Ouais. Donc il y avait quand même une posture un peu malgré tout un peu militante, on va dire. Et si on reprend du coup sur la première parution de Sofa en kiosque. Ouais. Ça devait être la folie. Enfin, tu vas en kiosque, tu vois ton magazine. Il y a eu combien de ouais, en fait, tu te rappelles combien il y a eu d'impressions et tout? Non, je me rappelle plus trop. Je me rappelle que c'était avec Mathieu Herbert en couverture. Ok. Je me rappelle plus le nombre de tirages. Je sais pas si Aimé Ancien, avec qui je faisais le magazine à l'époque, s'en souvient. Mais ouais, ça a pas été non plus un truc énorme du jour au lendemain. Non, retrouver, mais j'ai jamais eu de trucs. Il y a eu cet été, il y a eu Society. Ouais, mais ça m'a jamais. Je sais pas comment dire. J'ai jamais eu de sentiment de espèce de truc de folie, de se dire waouh putain on a réussi un truc dingue. Ah oui, ok. C'est jamais arrivé ça. Ok. En fait, ça arrivera peut-être un jour. Je sais pas avec quoi. Qu'est-ce qu'il te faut, Qu'est-ce qu'il te faut, tu vois? Je sais pas. La musique, peut-être, il y a un truc dans la musique. Ouais, la musique, peut-être plus, ouais. Mais bon. Si tu joues au Stade de France un jour. Si je joue au Stade de France, ouais. Ah. Ouais. Parce que même les concerts, quand je joue en concert et tout, j'ai pas de stress particulier, etc. Ce qui veut pas dire que je joue très bien. Tu joues dans quel Bon, des fois, enfin des petites salles, hein, mais avec mon groupe, on s'est retrouvé quoi. On a fait Trabendo, on a fait à Paris Trabendo Maroquinerie et après en région d'autres salles, mais c'est des salles qui font déjà, alors, elles sont pas toujours pleines quand c'est nous qui jouons, mais ça fait 600-800 places quoi. Ok, c'est Trabendo, quand même, ça fait 800 places. C'est quand même pas mal, hein. Pour beaucoup d'artistes, c'est quand même. Ouais, après Trabendo, je joue en première partie, hein, je te rassure. Ah, okay. On faisait pas la tête d'affiche. C'est quoi ton groupe? Ça s'appelait 51 Black Super. Enfin, ça s'appelle toujours 51 Black Super. Et donc je reviens sur l'époque donc Culture Pub. T'as Sofa en même temps. À quel moment tu dis c'est bon, j'ai presque plus besoin de ce job, pas forcément alimentaire qui est Culture Pub. J'ai même SoFoot en parallèle parce que je lance SoFoot en vrai, on le lance en 2002, les premiers essais, enfin les premiers numéros 0, qu'on met en kiosque directement. En fait, on fait 2 numéros en 2002 et puis après on lance vraiment en 2003. Au début, c'est comme une blague en fait, on le fait pour se marrer et puis on voit qu'il y a des retours et tout, donc du coup on décide de vraiment le lancer en mars 2003. Quand tu dis on voit qu'il y a des retours, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de courriers. Il y a des gens qui vous écrivent des lettres. Ouais, il y a peu de ventes, mais il y a beaucoup de courriers. Et donc on hallucine. Et beaucoup de candidatures de gens qui veulent écrire dedans. Okay. Et donc on se dit. Là tu dis je tiens un truc. Là on se dit il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Okay. Il y a peut-être un truc à faire. On peut peut-être s'amuser à grande échelle. Et donc du coup là on le lance vraiment. Et je reste quand même. On lance en 2003. Je reste encore 1 an à Culture Pub. En faisant les deux en parallèle. Ouais, en faisant Sofa, SoFoot et Culture Pub. Et puis en fait à Culture Pub, l'émission est déclinante et il y a M6 qui propose que l'émission se sépare d'un des présentateurs qui s'appelle Thomas Hervé et qui soit remplacé par 2 nanas qui viennent accompagner Christian Blachas, qu'à l'époque ils appellent les Blachettes. Et là je décide de démissionner. En fait, je demande à partir. Ok. Donc là, l'aventure. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis faut que je passe la deuxième ou non c'était. Non, je me mets au chômage. Continue. Ok. Je me fous au chômage et je continue à faire SoFoot pendant 1 an comme ça. Et en parallèle, je fais un documentaire pour Arte. Enfin, je bosse sur un documentaire pour Arte. C'est une série sur l'OM. Et puis. Je continue à avoir des contacts un peu avec Canal, avec deux trois chaînes sur des projets, etc. Et puis, ah oui, parce que j'ai vu que t'avais écrit un peu pour Canal, pas mal, Thomas Njijol, etc. Comment tu te retrouves là-dedans Après, c'est plus tard, ça, c'est vers... je crois qu'on commence avec Thomas en 2008, je dirais. Ouais. Un truc comme ça. Je suis pas très fort sur les dates, mais je dirais à peu près dans ces zones-là. Ouais. Je le rencontre à la faveur d'une interview dans SoFoot. Okay. Et on s'entend bien.
J'ai juste comme ça. Ouais. Et puis après, il me dit tiens, ça te dit d'écrire des trucs avec moi. Et je dis bah ouais. C'est comme ça que tu rentres un peu dans Canal. En fait, on rentre dans Canal comme ça parce qu'on commence à écrire. Donc du coup, je bosse avec Thomas. Alors à l'époque, en fait, j'ai accepté une mission pour Pink TV, qui à l'époque est produite par Nova. Et Nova est dirigée par deux potes, Bruno Delport et Eric Karnbauer. Et Eric me demande si je peux venir filer un coup de main sur la chaîne. Et je me retrouve rédacteur en chef de la chaîne parce qu'en fait, ils ont personne. Et que les gens démissionnent au fur et à mesure, avant même le lancement de la chaîne du poste, parce que c'était des gens qui étaient pas faits pour... qui avaient jamais fait de télé. Et donc, je me retrouve à faire rédacteur en chef de la chaîne, ce qui n'était pas vraiment prévu. Donc on fait ce truc-là, en même temps je continue à faire SoFoot, Sofa, et puis je commence à bosser un peu avec Thomas. Donc c'est assez complexe. Et on écrit un truc avec Thomas, une série. Je saurais plus te dire le nom de la série. Avec un pote à moi qui s'appelle Alex, qui du coup m'a rejoint à Pink TV parce que je m'en sortais pas tout seul, c'était trop petit. Il y avait trop peu de moyens, il fallait quand même que j'ai quelqu'un avec moi qui puisse assurer... les trucs. Et donc du coup avec Alex je présente Alex à Thomas, on se met à écrire ensemble avec Thomas, et puis on écrit des trucs, et un jour on écrit une série dont une scène se passe au César, l'émission, et en fait on envoie la scène au producteur des Césars pour lui demander si on peut la tourner pendant les répétitions des Césars, et le mec rappelle en disant non, hors de question de tourner parce qu'on n'a pas le temps de vous laisser même 20 minutes tourner un truc. En revanche, qui est-ce qui a écrit ça, parce que ça m'a bien fait marrer. et là on dit bah c'est nous, et en fait du coup on a rendez-vous le lendemain à 9h avec Antoine Decaune pour écrire la prochaine cérémonie des Césars. Donc son texte et tout. Son texte et les textes des invités, tous les les textes des invités sont les remettants et tout. Ouais, tout est écrit. Et puis les sketchs, les machins, les trucs, et voilà. Et donc là on part pour je sais pas, on a dû faire ça pendant 4 ou 5 ans, 4 ans moi, et puis Alex est resté une dernière année tout seul, je crois. Enfin après on n'était pas tout seul hein. On était avec on bossait surtout à 4 avec Thomas Biguin et oui, il y a pas mal de gens qui... et Benjamin Gage. On était 4 à écrire tout, on s'entendait hyper bien, en plus on se répartissait assez bien les... Donc bonne expérience au final. Les rôles les Césars, ouais. Super expérience, ouais, c'était génial, franchement, on s'est vraiment bien marré, on a fait des trucs super. Et après, je suis resté, après avec Alex, on a enchaîné, quand Decaune est devenu présentateur du Grand Journal, il nous a ramené, il nous a fait venir pour qu'on écrive des conneries pour le Grand Journal. Et ça, c'était vraiment genre un peu à côté. Ouais, c'était un part-time job, ouais. C'est, le Grand Journal, on faisait ça entre midi et 2 tous les jours, en fait. T'as trouvé 1h30 ou 2 on allait déjeuner là-bas dans le 15e, on écrivait des idées, et puis on les tournait dans la foulée. Voilà, on écrivait surtout des sketchs qu'on tournait. Ouais. Et donc c'était des fausses bandes annonces, des machins, des trucs, tu vois. Par exemple, il nous disait bah tiens, après-demain on reçoit le casting du Cœur des Hommes. Ouais. Si vous avez une idée d'un truc, et nous on refaisait la bande annonce du Cœur des Hommes, mais ça s'appelait le Cœur des Roms dans une décharge, et on faisait ça avec du coup celui-là par exemple on avait appelé qui, Elise Moon. Il y avait t'avais des moyens et des contacts derrière pour faire des trucs. On n'avait pas de moyens. Ouais. Enfin très peu. Par contre, il venait gratos, hein, on appelait, il y avait Kairon qui était venu gratos, il y avait, voilà, on demandait aux gens qu'on connaissait s'ils pouvaient nous rendre un service, quoi. Et puis ils faisaient un sketch avec nous. Ça, c'est pas la pression d'avoir un truc à écrire tous les jours pour le soir même. On n'avait pas la pression d'écrire tous les jours. C'est-à-dire que si on voulait, si on n'avait pas d'idée, on n'avait pas d'idée. Ah, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Donc voilà. Après, on essayait d'en avoir quand même très régulièrement. Mais et puis surtout, en vrai, on en avait tous les jours, sauf que elles étaient pas toujours validées, et puis elles étaient pas toujours faisables, parce qu'il fallait quand même le concours parfois des invités. Parfois, on faisait des sketchs en direct pendant l'émission avec les invités. Ouais. Parfois des trucs qui tournaient super mal, enfin qui ont été très mal perçus par le public, par exemple. Genre quoi? Il y en a eu 2 qui ont surtout très mal été perçus. Il y a un premier truc avec François Damiens. Ah ouais. Où en fait il venait pour faire la promo d'un film qui s'appelait, je sais plus comment, Tip Top, un film de Serge Boson, et en fait on appelle François et on lui dit écoute, on a une idée, en fait tu vas venir, au début tu vas dire que tout le monde est génial, que c'était super, ambiance géniale sur le plateau et tout, et là nous on va aller faire des interviews de Sandrine, au casting il y avait Sandrine Kiberlin, Carole Rocher, etc.
on va aller faire des interviews de Sandrine Kiberlin, Carole Rocher et compagnie. Et en fait, à chaque fois, elles vont être super gênées pendant les interviews qu'on va leur faire. Et elles vont dire, ouais, François, on va pas trop en parler. Et puis, elles vont laisser planer une espèce de truc un peu chelou comme ça. Et en retour de Magnéto, le Magnéto va durer 1 minute 30. Et en retour de Magnéto, toi, tu vas dire, ah, ok, d'accord, on veut jouer à ça. Et là, tu les démontes tous, un par un, et tu fais l'anti-promo du film. Tu t'expliques que c'est que des connasses, que Serge Boson, c'est un enculé, etc., etc. Enfin, bref. Tu lui écris ça ou pas, son texte? Ouais, on lui écrit. Après, c'est François Damiens, donc autant dire que rien n'est maîtrisé. Mais donc, du coup, on lui propose ça, il trouve ça super drôle. Et on lui dit, à la fin, De Caunes désamorcera. Et donc, tout le monde comprendra que c'était une joke. Et en fait, l'émission, et donc c'est toute l'émission qui est comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire tout le truc avec François Damiens, tout le truc, il savate tout le monde, il dit, ouais, une telle, machin, enfin, bref, il défonce les unes après les autres, parce que c'est surtout des comédiennes qui avaient, non, Isabelle Huppert et tout. Et en fait, personne ne désamorce jamais. Et donc l'émission se termine. Et là, t'as quand même le lendemain un article de Télérama qui dit énorme malaise, le mec est parti en vrille, etc. C'est fou. Personne n'avait compris. Personne n'a même sur les réseaux sociaux. Non, personne ne comprend que c'est une joke en fait. Ouais. Donc ça, c'était un peu, mais c'était marrant en même temps, parce que c'est que c'était bien fait. Et l'autre truc, c'était avec Elise Moon, où Elise Moon nous dit, on devait faire un truc avec lui qui était très drôle. C'était à l'époque, il y avait un clip qui était sorti d'un mec qui s'appelait Robin Sick, qui avait sorti un clip avec comment elle s'appelle, Émilie Rajatowski, et qui était peu vêtu à ce moment-là. Peu vêtu, ouais. Et donc du coup, nous on avait proposé à Elise Moon, il venait pour parler de son livre, qui est un livre qui racontait sa vie. On lui avait dit, bah écoute, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clip. On va faire exactement le même clip que Robin Sick, sauf que ça s'appelait Rabin Sick, et tu vas raconter que c'est cool d'être juif parce que tu tapes plein de bonnes meufs. Et du coup, on prépare tout le truc et tout. Et la veille du tournage, il m'appelle, il me dit, ouais, Franck, en fait, je peux pas le faire, je le sens pas et tout. J'en ai parlé à Gad Elmaleh, il trouve que c'est pas une bonne idée. Je dis que j'en ai à foutre de Gad Elmaleh, t'es ouf, quoi. Bref, on s'engueule et tout. Ça se passe pas très bien, mais bon, il faut quand même faire un sketch pour cette émission. Et donc, il me dit, par contre, on pourrait faire un sketch sur mon livre. Ouais. J'ai un livre dans lequel je raconte des trucs hyper personnels et tout. Il y a une invitation en plus. Il parle de la mort de sa mère et tout, etc. Son frère aussi, je crois. Ouais, je me rappelle plus, mais en tout cas, là, c'était surtout la mort de sa mère. Et donc, du coup, on dit, bah, écoute, on va faire un sketch là-dessus, du coup. En fait, on va faire un sketch où t'es en plateau. Et Antoine Decaune, il parle de ton livre et il dit, alors voilà, votre père est mort, machin. Et toi, tu dis, bah, non, c'est pas mon père, c'est ma mère. Et toi, à ce moment-là, tu dis, et lui, il dit, bon, ouais, enfin, c'est pareil, c'est. Moi, je me rappelle de moi, j'ai perdu les deux, machin, vous allez pas m'en faire un plat et tout. Et toi, tu commences à monter en pression, tu t'énerves, et là, il y a un mec dans le public qui te dit de fermer ta gueule, et toi, tu te lèves et tu lui casses la gueule. Ouais. Et là, on envoie la météo à ce moment-là. Et en fait, ça faisait référence à un truc qui était une blague qui fait rire que moi, parce que c'était pas une blague, mais en soi, c'était au moment où Grand Journal, ils nous ont appelés pour qu'on bosse sur l'émission. Ils nous appellent, ils nous disent, ouais, est-ce que vous pouvez descendre à Cannes? C'était Festival de Cannes, on est en train de faire l'émission, machin et tout, etc. On veut absolument que vous fassiez des trucs dans l'émission, patati patata. Bon. Et donc, nous, on descend pour voir le producteur, Renaud Levanquim, et dans le train, on suit le direct de l'émission avec Alex, et là, c'est le jour où il y a un coup de feu. Et où ils envoient la pub. Ah oui, oui, quand leur plateau était à l'extérieur. Ouais, leur plateau est à l'extérieur, et là, il y a un coup de feu, et ils envoient la pub direct. Et en fait, nous, on a trouvé ça extraordinaire. Ils envoient la météo. Et le fait qu'ils envoient la météo comme ça, en coupant brutalement l'émission, on se dit, putain, ça, c'est une matière à sketch géniale, en fait. C'est-à-dire que ça crédibilise tout. C'est-à-dire que ça aurait été un faux coup de feu, peu importe, ça aurait été n'importe quoi. Tu coupes l'émission brutalement sans prévenir, et t'envoies la météo. Ouais. C'est un signal extraordinaire. Et donc, du coup, on a gardé ce truc-là en tête. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on crédibilisait nos sketchs. C'est-à-dire que là, l'autre, c'était un pote à nous, comédien, qui se levait et qui disait, ouais. Je me rappelle tellement de ce truc. Ouais, ça avait fait j'avoue que ça m'avait mis un peu un malaise aussi quand je l'avais vu. Tout le monde a... Surtout qu'Elise Moon, c'est pas du tout le mec à s'énerver. Un peu malaise. Et donc, du coup, c'était Bruno Guéry, notre pote comédien, qui se lève et qui fait, qui joue dans Emily in Paris maintenant, sur Netflix. Et il se levait et disait à Elise Moon, ouais, ferme ta gueule, toi, on s'en fout, tes conneries, machin. Et l'autre, il se levait.
il sortait du plateau et là, cut, on envoyait la coupure météo et là, tu te disais, waouh, il s'est passé un truc de dingue. Alors qu'en fait, il s'est rien passé. Et donc, du coup, ça nous faisait marrer. Et le soir, je me rappelle, j'étais à la fête d'anniversaire d'un pote et Eli m'appelle. Il me dit, putain, ça a super bien marché. Même mon père, il m'a appelé en me disant, ouais, t'as bien fait de lui casser la gueule à ce connard. Donc, il dit, tout le monde y a cru, c'est génial et tout. On était très contents de notre histoire, sauf que évidemment bad buzz, tout le monde nous dit ouais quand même vous allez loin, c'est n'importe quoi. Les gens croyaient que c'était vraiment c'était un vrai mec, machin, enfin, tout était vrai quoi. Alors que franchement il y avait quand même quelques ficelles un peu grosses. On avait mis en scène le truc de manière à ce que ça puisse être crédible. Surtout que c'est en direct. C'est du direct. Ça aurait pu être possible. C'est du direct. C'est ça qui est toujours marrant, c'est de réaliser les sketchs en direct. Ouais. Ça c'est toujours c'était un truc assez cool quoi. On avait fait un truc aussi où Ariel Mallet il se faisait opérer en direct. Et il commençait et donc du coup on lui ouvrait le bide et il pissait le sang sur Mads Mikkelsen qui hallucinait parce qu'il s'y attendait pas du tout. Tu vois, il se retrouvait là avec du sang plein la gueule et tout. Il disait waouh c'est ouf, vous êtes tarés. Et non c'était marrant, c'était une très bonne période. Et donc si on reprend la suite chronologique, donc il y a eu SoFilm, après SoFoot, SoFilm, après SoFoot Doolittle. Doolittle pour les parents, c'est ça. Ouais, un magazine sur les parents, dirigé par Anne-Charlotte Verminck. Ensuite, SoFilm. SoFilm, après Pédale, après Society, je pense. Society. Après Society Tampon, et puis après Running Heroes, et puis après... voilà, enfin je sais plus l'ordre. Il y en a plein, il y en a plein, mais en fait moi je voulais savoir quand ça se passe le lancement d'un nouveau projet. Est-ce que vous faites des études au préalable, des business plans? Non, des business plans. Vous appelez un peu. Des business plans. Je sais pas si ça, des business plans. On fait une petite modélisation économique pour être sûr de pas aller dans le mur tout de suite, quoi. Mais est-ce que vous appelez par exemple des lecteurs? Je sais pas. Non, c'est vous en interne. Vous dites ça c'est cool et on y va. Ouais. Et donc ça, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Ouais. Quand est-ce que ça marche pas? Bah quand on lance Dada. Dada, c'est le magazine sur les chevaux, non? Ouais. Comment tu l'expliques ça après coup ou pas? Je l'explique assez bien. Ouais. Bah c'est moi, hein, c'est mon erreur à moi en l'occurrence. Il se trouve qu'on connaissait pas du tout le monde du cheval. Ouais. Que ne pas connaître un milieu, c'est pas forcément un frein, mais ne pas comprendre un milieu, c'est un frein en fait. Et là, on connaissait pas, de même qu'on connaissait pas vraiment le monde du cinéma ou qu'on connaissait pas le monde mais par contre, on comprenait ce que c'était. Et là, le monde du cheval, on comprenait pas en fait. On comprenait pas du tout comment ça fonctionnait et on comprenait pas surtout la dichotomie du monde du cheval, qui n'est pas un monde du cheval, mais des mondes de chevaux. Ça n'a rien à voir, l'hippisme et l'équitation n'ont rien à voir. Ouais. C'est deux mondes complètement différents. Et dans notre petite modélisation économique, il y a une erreur fondamentale qui est de croire que faire un magazine à 9 balles sur l'hippisme va intéresser tous les gens qui aiment les chevaux et les annonceurs qui s'intéressent aux chevaux. En vrai, ça n'intéresse qu'une partie, et ça n'intéresse pas les annonceurs. Donc du coup, tu n'as pas d'annonceurs parce que les annonceurs, ils viennent dans l'équitation, ils viennent pas dans l'hippisme. Ok. Et or, les histoires, elles sont dans l'hippisme. Elles sont pas dans les petites filles qui peignent, qui coiffent leurs chevaux à 16 ans. Ouais. C'est pas ça, c'est pas là quelles sont les bonnes histoires. Ouais. Les bonnes histoires, c'est les tarés qui pensent qu'un cheval c'est une Formule 1. Ouais. Donc c'est pas les tarés d'ailleurs, les gens qui sont dans la course hippique, quoi, qui voient le cheval comme un véhicule et pas comme un animal. Ouais. Et qui font ça, en tout cas pas comme un animal, j'allais dire de compagnie. Et donc du coup qui ont des pratiques qui peuvent dériver parfois ou qui c'est un monde truculent, quoi. C'est un monde génial. Enfin le monde du hippisme, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs le magazine était vraiment génial. C'était vraiment un super magazine. On a fait 3 numéros. Et à quel moment vous dites c'est quoi, vous êtes pas rentable, vous arrêtez? Ouais. Ou vous laissez quand même le temps? Vous laissez pas du tout le temps d'installer une marque? Non. On n'a pas les moyens. Faut que vous rentriez dans vos frais immédiatement. Ouais. Okay. Petit artisanat. Ouais. Non mais c'est un sou qui sort, un sou qui rentre. Et j'ai vu que vous aviez fait aussi une chaîne e-sport avec Ubisoft. Alors c'est pas e-sport, c'est une chaîne jeux vidéo. Plutôt culture du jeu vidéo. Ouais. Ok. Ouais. Et GTV. Ouais. Comment ça s'est fait? C'est un peu l'opportunité. En fait, Ubisoft cherchait à créer du contenu.
Je pense qu'ils étaient plutôt partis au départ pour faire du contenu Ubisoft, donc qui parle de leur jeu et tout. Et nous, on est arrivé avec un concept un peu différent, qui prenait un peu de hauteur en disant il y a un truc à faire sur la culture du jeu vidéo, qui n'est pas fait. Si c'est pour faire une énième chaîne de review ou de test, franchement, il y en a plein qui existent. Payer des influenceurs et puis voilà, basta, quoi. Ça revient au même, en fait. Mais ça fera pas prendre de hauteur à la marque, à Ubisoft. Et surtout, vous ratez une opportunité de créer un truc que personne d'autre ne saurait créer. À savoir un média, demain, qui sera un média mondial, qui parle de la culture du jeu vidéo. Et qui devient un actif d'Ubisoft. Bien sûr. Et vous parlerez pas forcément d'Ubisoft dedans. On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est vous qui le lancez. Et ça, personne d'autre ne le fera, si c'est pas vous. Et ils ont dit oui. Alors, ça vient de vous, c'est votre idée à la base, et vous allez les voir. En fait, eux, ils lancent une consultation pour produire une chaîne de contenu pour Ubisoft. D'accord. Et vous leur proposez ça, en fait. Et les concurrents, nos concurrents répondent... Review de jeux. Ouais, une chaîne classique sur les jeux vidéo qui met en avant les jeux Ubisoft, quoi. J'imagine. Je suis pas allé voir leur dossier, mais en gros, c'était un peu ça, quoi. Et nous, on est arrivé avec un truc complètement de biais en disant on s'en fout de parler des jeux d'Ubisoft, c'est pas le sujet, en fait. Ça fera pas vendre plus de jeux, c'est pas le problème. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, par contre, c'est de construire un modèle pour demain, d'un média génial sur les jeux vidéo, qui peut être super à faire, quoi. C'est quoi le deal dans ce genre de cas? En fait, ils vous fournissez du contenu? C'est eux qui... Nous, on produit et eux, ils financent. Ok. YouTube? Sur YouTube, uniquement? Ouais. Vous avez pas eu l'envie de faire quelque chose d'un peu plus... Enfin, sur Twitch, tu veux dire? Ouais, Twitch, ou même une plateforme propre? Non, une plateforme propre, c'est trop d'argent. Et puis YouTube est très bien. Enfin, c'est une super plateforme. Même si on n'en maîtrise pas encore tous les codes, on apprend, mais c'est une super plateforme. Et Twitch, c'est beaucoup pour le live. Donc quand on aura des émissions en live, ça vaudra le coup. Pour l'instant, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Vous êtes content là jusqu'à présent? Ouais, c'est cool. Bon, on a lancé en France, en Allemagne, et puis là, on lance en Angleterre au mois d'avril. Super. Donc, c'est bien. Top, on arrive un peu à la partie un peu plus présent du coup. Je voulais parler un peu de So Good, qui est un peu votre dernier bébé. Ouais. C'est un média un peu original aussi. Il est lancé avec Ulule. Donc, est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur la genèse et le projet? La genèse est assez simple. C'est un mec qui est DG d'Ulule, qui s'appelle Loïc Ivikel, qui vient me voir en me disant sur Ulule, on a des centaines et des centaines de projets à impact qui arrivent tous les jours, personne n'en parle. Je cherche un média pour en parler. Et au même moment, nous, on est dans une réflexion autour de... alors, au départ, autour de la jeunesse, on a fait on a réfléchi à un projet qui est un magazine un peu original que moi j'appelais Society Sweet 16, quoi, mais bon, sans anglicisme, qui est en gros un society pour les post-ados, quoi. Enfin, pour les ados. Et en fait, cette réflexion est venue du fait qu'on a rencontré très tôt Greta Thunberg, qu'on l'a mise en couverture, que ça a eu de l'écho, qu'après elle est devenue ce qu'elle est devenue, que quelques mois avant, on avait fait une couverture avec Paul Duhan, qui était un jeune type qui faisait des algorithmes pour essayer de résoudre le chômage, enfin qui fait toujours des algorithmes pour essayer de résoudre le chômage, et qu'on a mis en couve aussi, ça avait très bien marché, et ça avait eu pas mal d'impact sur sa carrière à lui. Okay. Après, on a mis Roger Bregman en couverture, qui était un mec qui faisait un livre sur un peu de réflexion utopiste sur le monde tel qu'il devrait être. Et pareil, son livre a très bien marché après notre couverture. Et là, on se rend compte qu'on a un pouvoir de prescription assez fort, notamment quand on met en avant des gens qui sont pas du tout connus du grand public. Encore une fois, comment tu jauges ce pouvoir de prescription? Parce qu'on voit déjà les ventes sont bonnes et on voit les retours des autres médias. C'est-à-dire que quand Paul Duhan il fait notre couverture, personne n'a jamais parlé de lui vraiment. Ouais. Et en fait, il se retrouve à faire quelques semaines après des plateaux télé, des grands entretiens dans le Figaro, dans le Parisien, dans machin, dans le truc, etc. Enfin, tout à coup, ça devient un petit phénomène. Ouais. Quand on fait Greta Thunberg, personne n'a écrit sur Greta Thunberg en France. On fait la couverture de Society avec elle, on est passé du temps chez elle et tout. Lucas, journaliste, est devenu pote avec son père et compagnie. Et
Et en fait, quand on fait notre reportage et qu'on sort notre reportage, quelques jours après et semaines après, ça commence petit à petit. C'est pas l'emballement tout de suite, mais elle commence à faire de plus en plus de médias. Et puis, on sent qu'il y a un truc qui se passe, en France en tout cas. Et puis pareil pour Rutger Bregman. Rutger Bregman, quand son livre arrive sur mon bureau, personne ne sait qui c'est. C'est un journaliste de correspondante en Hollande. Il n'est pas du tout connu, il n'a jamais écrit de livre, etc. Me demande pas pourquoi j'ouvre son livre. J'ouvre son livre, je lis et j'appelle Stéphane et je dis putain, c'est pas mal quand même. À l'époque où tout le monde nous dit c'est la crise, ce mec il arrive et il nous dit on n'a jamais été aussi heureux que maintenant. Bon, d'accord ou pas d'accord avec lui, il y a un truc à creuser. Faisons un truc sur lui, quoi. Et donc du coup on dit les bonnes feuilles, on fait la couve, machin et tout, etc. Et le truc devient un best-seller. C'est-à-dire que le mec maintenant ne fait plus que ça. Alors je sais pas que c'est que grâce à nous, évidemment, mais en tout cas en France. En France, c'est ce que j'ai dit. En France, c'est le cas, quoi. Et donc du coup, là, on se rend compte qu'il y a qu'on joue à plein notre rôle d'allumeur de mèche, quoi. C'est-à-dire que nous, en fait, notre job, c'est de repérer des trucs qu'on trouve intéressants, de les mettre en avant. Et enfin une partie de leur job, en tout cas, leur donner une première exposition médiatique importante. Et après, comme les médias lisent quand même pas mal ce qu'on fait, ils reprennent et du coup l'explosion, et l'exposition devient beaucoup plus forte. Et là, les gens en question peuvent exploser, quoi. Et donc on se rend compte que sur l'impact, on va dire au sens large, en tout cas sur l'économie sociale et solidaire ou sur les nouvelles idées ou sur une espèce de positivisme, mais pas débile, plutôt un truc d'inspiration et tout, on a un vrai pouvoir prescripteur. Et donc quand Loïc vient me voir, il me parle de ses projets Ulule, on se dit vas-y, on lance un magazine en fait. Parce que dans Society, on peut pas le faire aussi régulièrement qu'on veut, parce que Society est quand même censé raconter le monde dans lequel on vit, donc on peut le faire une fois tous les 6 mois, mais on peut pas le faire de manière très régulière, quoi. Parce que l'actualité qu'on veut mettre en avant n'est pas toujours celle-là, malheureusement. Dans un magazine comme Society, c'est pas son rôle, quoi. Ouais. Et donc on crée un média exprès pour ça, en fait. Vraiment un média d'inspiration et qui va mettre en avant les femmes et les hommes qui œuvrent pour un monde meilleur. Et donc du coup on lance So Good à ce moment-là, et là se pose la question de comment on va financer So Good et comment on va faire en sorte que So Good fonctionne, en fait. Et Loïc a une super idée. Il dit je veux pas de page de pub à l'intérieur. Ok. Alors moi je suis un peu perplexe parce que je dis putain, mais bon, nous, même si c'est pas la pub qui fait vivre les magazines, tu vois, c'est 25% de nos revenus quasiment, la pub, en règle générale, dans les magazines, donc c'est quand même une part non négligeable. Et si tu l'as pas, je l'ai vu avec Dada, les équilibres sont tellement en gros, la marge sur un magazine, nous, le taux de marge c'est 1,7%. Donc forcément, quand t'as 25% qui est pas là, t'es en dessous, ouais. T'es bien en dessous des. Donc et puis nous, comme on peut pas se permettre de perdre de l'argent, voilà, c'est très dur à modéliser. Ça joue à pas grand chose, quoi. Et il dit non, on va proposer aux entreprises de s'abonner, en fait, d'abonner leurs salariés. Et vous êtes parti sur un mode. Ah oui, ok, j'avais pas. Et donc du coup, il monte un petit. Et c'est un truc qu'on co-crée avec des entreprises. En fait, il organise des dîners. On fait 6 ou 7 dîners avec des directrices de la com, des directeurs de RSE, de boîtes, etc. Et on leur parle de So Good, de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut le faire, etc. Et on leur dit voilà, maintenant on veut chercher un modèle économique, réfléchissons tous ensemble au modèle. Et donc à chaque fois, les dîners se terminent par un petit exercice où les gens ont 10 minutes pour discuter entre eux et nous proposer des idées de modèle économique et nous dire, elles, en tant que boîte, qu'est-ce qui leur paraît le plus pertinent. C'est un petit brainstorming de dirigeants gratos, quoi. Ouais, exactement. Bon, on leur paye à bouffer quand même. Avec un super chef qui s'appelle Bruno Doucet. Et on bouffait chez lui d'ailleurs. C'était lui qui... Mais par exemple, les sociétés, c'est quoi? Il y a tout. Industrie qui viennent au dîner. Ouais. Au dîner, il y a tout le monde. Franchement, il y a tout Paris. Le CAC 40. Ouais. Okay. Et après, tout le monde n'embarque pas dans l'aventure. Mais t'en as qui embarquent dans l'aventure. T'as Danone, t'as BNP, t'as Société Générale, t'as la Massif, t'as la Maïf, t'as. Donc il dit j'offre. Je mets 15 000 balles. Je mets 15 000 balles et en échange, je vais prendre des abonnements et je vais prendre des places aux conférences que vous allez faire. Ah, parce qu'il y a des conférences en plus. Ouais, on fait des conférences, So Good Live.
Et donc on en a fait qu'une parce que après il y a eu le coronavirus. Mais vous leur mettez pas un peu de publi rédac Non. Non, mais c'est bien de le préciser aussi. Ouais, non. Non, d'ailleurs, on parle pas du tout d'eux dans le canard, quoi. Et donc voilà, on part comme ça. Ça marche bien, ce modèle. Eh ben, écoute, c'est un modèle. Tant que les gens, je pense, tu peux pas le faire avec tous les sujets, mais sur ce sujet-là, en tout cas, où c'est assez vertueux parce qu'en fait, nous, on met en avant des gens qui sont des gens qui te poussent un peu à te sortir les doigts du cul. Passe-moi l'expression, mais tu vois, où tu te dis, waouh, putain, lui, il a fait ça. Ouais. C'est-à-dire que moi aussi, je peux faire ça. Et dans une boîte, c'est toujours important d'inspirer aussi tes collaborateurs, etc. Enfin, tu vois, donc du coup, ces gens qui sont quand même les gens à qui on parle, faut voir que c'est des dirigeants qui sont souvent chefs du département RSE, etc. Donc c'est des gens qui sont eux au-delà des enjeux de l'entreprise, etc. qui sont animés par un truc qui est d'essayer de transformer la boîte dans laquelle ils sont pour que ça aille mieux. C'est ça. Et donc du coup, c'est des gens qui sont toujours assez de valeur, quoi. Et ça leur parle tout de suite, en fait. C'est-à-dire que ils voient tout de suite l'intérêt pour eux. Ils voient tout de suite le fait que ça peut déclencher des comportements qui vont aller dans leur sens au sein de l'entreprise ou parmi des entreprises prospects ou clients, etc. Et que c'est une manière de dire, bah voilà, nous aussi, quelque part, on supporte un mouvement global qui est de dire, oui, c'est la crise, mais il y a des solutions. Ouais, ok. Et les solutions, et c'est pas mal, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est que les entreprises disent les solutions passent aussi par nous. Et ça veut dire que ça les oblige aussi, non pas à être exemplaires, parce qu'elles le seront malheureusement sans doute jamais, mais en tout cas à aller vers le mieux. Ça les force à se responsabiliser un peu aussi. Ouais, ça les force à se responsabiliser, et ça les force surtout à avoir toujours en tête à ne pas perdre leur mission première. Alors, tu t'adresses à des êtres humains, hein, et parce qu'on parle d'entreprises du CAC 40, de firmes, de machins, de trucs, etc. Mais en vrai, t'as en face de toi des gens, en fait. Ouais, bien sûr. Et qui, pour en tout cas les gens qu'on rencontre, nous, ce sont des gens qui sont convaincus du fait qu'il faut être plus responsable, plus équitable, plus juste, plus ceci, plus cela, tu vois, plus inclusif. Enfin, il y en a pas un qui va dans le sens inverse. C'est leur mission, c'est leur métier au sein de ces boîtes. Et finalement, on est un peu comme on est un appui pour eux aussi. On est un peu aussi la validation du fait que c'est le bon sens de l'histoire. Donc quelque part, ça les encourage aussi. Ça les fait rencontrer aussi des activistes, des gens qui sont sur le terrain. Ça leur fait découvrir des personnalités qui font des choses qui parfois dans leur domaine s'avèrent être des choses positives, donc qui peuvent être aussi des contacts importants pour leur boîte, pour faire évoluer leur boîte, ou pour donner une dimension plus responsable, ouverte, ou ceci ou cela à leur boîte, etc. Donc en fait, pour eux, c'est un vrai outil de travail, quoi. Je voulais savoir un peu ton poste chez Sopress. C'est quoi le quotidien d'un patron de presse? Est-ce que tu écris, tu relis, tu manages, tu fais du commercial pour aller vendre les pubs? Tu fais quoi? Je fais un peu tout ça. C'est assez varié, en fait. Il n'y a pas vraiment une journée type, quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai fait quoi? Hier, j'ai fait des budgets pour des films de pub. Pour Citroën le matin, et après l'après-midi j'ai relu un papier pour SoFoot, un entretien que j'avais fait avec le président de l'Olympique de Marseille, et donc tu continues d'aller faire des interviews de temps en temps. Tu relis tout ce qui passe? Non, c'est impossible. On produit quasiment 2 millions de signes par mois. Tu valides donc, tu valides les couves? Je valide les couves de Society. Je donne mon avis sur les couves des autres, de Tsugi, de SoFoot, etc., de Tampon et tout, mais c'est un avis consultatif, quoi. C'est-à-dire que je valide par contre Society et So Good, oui. Enfin, j'interviens beaucoup plus. Je relis plus là depuis le coronavirus. Je relis plus les articles dans Society parce que on a changé un peu
En fait, Marc, avant on faisait à 3 avec Marc Boger, Stéphane Régy et moi. Et puis là, Marc développe plutôt l'étiquette ici maintenant. Ouais. Et plutôt mode, c'est ça. Ouais, où on a pas mal d'ambition sur le truc. On va le lancer international, etc., etc. On monte un gros site. Enfin bon, il y a plein de choses sur l'étiquette qui se passent. Donc Marc a pris vraiment ça en main et ne fait plus que ça. Okay. Et puis du coup, on a fait monter 2 garçons, Pierre Boisson et Thomas Pitrel, qui ont pris la rédaction en chef de Society avec Stéphane. Donc du coup, il y avait moins besoin que je sois là. Tu délègues. Donc je leur ai complètement délégué le truc et ils le font sans moi. Enfin, ils ont plus besoin que je sois là. Et puis là, Pierre écrit une série pour nous. Donc du coup, pendant 1 an, il va écrire cette série. Et donc du coup, c'est Emmanuelle Andréani, qui est une journaliste qui était à Society, qui du coup prend sa place. Donc maintenant, Emmanuelle, Thomas et Stéphane dirigent Society. Et après, j'interviens sur les magazines de manière hyper consultative, ou des fois je fais des sujets ou des grands entretiens ou des trucs comme ça. Je relis plus de textes, sauf si Stéphane est en vacances et qu'il faut le faire, ou si on fait un truc un peu exceptionnel. Quand on a fait le numéro Maradona, je me suis tapé nuit blanche sur nuit blanche, parce qu'en une semaine il fallait faire un numéro et que Ravière et Marc pouvaient pas faire à eux deux un numéro, c'était impossible quoi. Donc du coup là je monte dans la locomotive et je mets du charbon. Justement, ça me fait penser, la rédac, c'est plusieurs rédacs? Non, c'est une seule rédac. Pour tous les titres, c'est une seule rédac. C'est une seule rédaction, ouais. Ça veut dire la particularité d'ici, ouais. Donc ça veut dire qu'une personne, elle peut écrire, un article de foot et un article dans le, je sais pas, dans ce qui arrive souvent, ou sur les enfants. Ce qui est beaucoup plus étrange. C'est-à-dire que la même personne peut écrire. Là aujourd'hui, en ce moment, le rédac chef de Doolittle, c'est le directeur de la rédaction de SoFoot.com, par exemple. D'accord. Et la vertu derrière, c'est quoi? C'est que les gens, c'est que vous pouvez que les gens s'ennuient pérenniser. pas. Ouais. Ok. C'est que les gens s'ennuient pas et que le ton est à peu près le même dans tous les canards. Il y a quand même tu reconnais un magazine Sopress quoi quand tu le lis, normalement, si on fait pas trop mal notre travail quoi. Et donc il y a quand même un ton qui est à peu près le même partout. Et puis ça permet aux gens de des fois ça peut être chiant d'écrire que sur le vélo. Enfin, tu vois, non mais je comprends. Donc du coup t'écris un peu sur le vélo et puis le lendemain tu vas écrire sur du foot et après tu vas écrire sur le coronavirus et puis après tu vas faire un entretien d'un homme politique et puis le lendemain tu vas faire un article sur comment éduquer ses enfants. Oui, ça fait du mouvement. Ça fait du mouvement dans la. Ça fait du mouvement. Si on parle un peu modèle économique, donc tu l'as dit, il y a 25% de pub. Ouais. En gros, dans vos magazines. Après, c'est principalement du magazine payant. Ouais. Au numéro. C'est que ça. Ou l'abonnement. Sauf les sites, mais sinon c'est que du magazine payant. Et vous avez d'autres modèles. Vous faites un peu de diversification avec les conférences, ce genre de choses. Mais à part le modèle qu'on a un peu cité. Le modèle de So Good est un peu différent. Ouais. Les autres modèles sont des modèles très classiques les gens payent pour lire de l'information, donc ils payent pour acheter le magazine ou s'abonner au magazine. Pas de brand content. On fait du brand content, mais à part, à côté. Donc c'est pas lié à la presse. C'est pas dans vos magazines. Non. Quoi. Vous en produisez pour. On en produit on produit plein. GTV quelque part, la chaîne sur les jeux vidéo qu'on fait, c'est du brand content. Ouais. Okay. On gère les réseaux sociaux de Spotify. On fait du contenu, beaucoup de contenu pour Netflix sur leur chaîne YouTube. Okay. On fait du contenu pour Orange, on fait beaucoup de pubs. On produit plein de films de pub pour plein de gens. Ouais, c'est une autre activité. Ça c'est la même. Enfin, la production de pub et la production de brand content est regroupée dans deux principales boîtes ici. Also, qui fait tout ce qui est pub digital, pub expérientielle, et puis brand content. Donc nouvelle façon de raconter des histoires éventuellement, etc. Et puis Sauvage qui fait toutes les pubs télé. Ok. Enfin pas toutes les pubs télé qui existent, toutes les pubs télé qu'on produit nous. Mais ça fait. Ouais. Vous faites du paywall aussi, système de paywall, pas d'article. Non, c'est pas prévu. C'est pas exclu. Ok. C'est pas encore. C'est pas encore. En fait, aujourd'hui, on a 2 sites internet vraiment qui fonctionnent réellement comme des sites internet. SoFoot.com et Trash Talk. Et les deux fonctionnent sur des modèles gratuits et avec de la publicité qui vient financer les médias. Et il se trouve que c'est des sujets où il n'y a pas de collusion vraiment avec les annonceurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas des sujets à risque à ce niveau-là. Okay. Donc du coup, c'est pas un problème
d'avoir ce schéma-là, et ça marche plutôt bien. Donc on continue comme surtout ça. Surtout dans des périodes de pandémie où les annonceurs retirent un peu leurs billes, c'est bien d'avoir d'autres modèles, quoi. On arrive à s'en sortir, mais on envisage éventuellement peut-être des paywalls pour des contenus premium ou des choses comme ça. Enfin, il y a plusieurs trucs qui ont été envisagés. Jamais rien qui est vraiment abouti. De toute façon, mais ça viendra. Vu votre fonctionnement, vous allez vous réveiller un jour, vous allez dire on y va, et puis on va y aller la semaine d'après. Et puis, Ok. Dernière question avant de passer à la petite question du futur des médias, mais est-ce que vous utilisez des outils digitaux d'intelligence artificielle pour faire de la veille Non. Par exemple, les trucs qui buzzent sur les réseaux sociaux, de trouver les... Non. Okay. Non. Après, on développe des logiciels, nous, en interne, mais plus des logiciels de gestion. Ouais. On a un super logiciel qui s'appelle Sogest, qui nous permet de tout faire, de réserver des salles, d'avoir ses fiches de paye, de déclarer ses congés, donc du coup comme ça tu déclares tes congés quand tu veux, comme tu veux toi. Tu dis voilà, je me barre là, ok, super, c'est rentré dans le logiciel et c'est parti. Et t'as pas d'avis à demander à qui que ce soit. Pas de validation. Okay. Non, t'as pas de validation, ça se fait comme ça, et comme ça tout le monde est au courant. Et voilà, tu signes tes contrats dessus, tu fais tes notes de frais dessus, tu prends en photo tes notes de frais, ça monte directement dans le truc, ça va direct en compta, ça te fait un virement. Hop, c'est cool. C'est hyper cool comme logiciel. Et ça, c'est développé en interne. Okay. Et la data, vous collectez un peu de la data sur vos utilisateurs que vous mais on s'en sert pas. Vous s'en servez pas. Non. C'est volontaire ou vous avez pas le temps encore de... Non, c'est en partie pour respecter la vie privée de chacun. Mais voilà. Mais oui, puis on n'est pas des grands... on n'est pas très fort sur cette modélisation-là. Enfin, c'est pas là où on est vraiment très pertinent. Nous, notre métier quand même de base, c'est de raconter des histoires. C'est pas de vendre des fichiers clients, quoi. Ok, très clair. Petite question future des médias. Alors, moi, je vois un peu arriver une tendance, c'est celle qui est l'individualisation des journalistes. C'est un peu, en gros, les journalistes qui lancent leur propre newsletter. Je sais pas si tu as vu, payante ou gratuite d'ailleurs. Est-ce que tu penses que ça peut faire, ça va faire écho avec ton histoire sur la musique, mais un peu comme l'industrie de la musique, où on va passer de quelques stars qui gagnaient énormément à un marché beaucoup plus éclaté, où il y a plein d'artistes plus petits, en fait, qui en vivent sans être richissimes. Est-ce que tu penses que sur le journaliste, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va arriver sur des modèles où on va pouvoir en vivre un peu de façon hors vivre de pige, mais avoir avec son propre média? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. Ou est-ce qu'à l'inverse, on va aller plutôt vers des... Là, on voit aussi les groupes de médias qui se rachètent entre eux, qui se concentrent. Ça, de toute façon, c'est inéluctable. C'est-à-dire que mais ça, c'est dans tous les domaines. Tu as des phénomènes de concentration qui sont toujours, surtout quand ça va mal, qui sont toujours très forts parce que ça coûte pas cher. Donc, du coup, et que les grands chefs aiment bien être encore plus grands chefs. Donc, du coup, ils rachètent jusqu'à tout posséder, tout ce qu'ils peuvent. Et puis après, ils virent les gens. Et après, ils détruisent les trucs parce que ils se rendent compte qu'ils ont trop mangé et que du coup, il faut qu'ils vomissent un petit peu. Mais ça, c'est inéluctable. Et du coup, dans ce truc un peu barbare, forcément, t'as toujours le phénomène inverse qui devient intéressant, c'est-à-dire plus de contre-culture, plus de contre-pouvoir, donc plus de médias indépendants, etc., etc. Et après, est-ce que ces médias indépendants seront des journalistes indépendants, comme tu pourrais avoir, comme Rémi Buzine aurait pu avoir son propre canal et être indépendant de Brut, par exemple. Après, c'est tout le problème, c'est le problème du modèle économique. C'est-à-dire que t'es un journaliste solo, tu veux monétiser ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il faut que les gens s'abonnent à toi pour ton information. Ça devient OnlyFans. Mais ça marche. Mais sauf que tu es obligé de te dénuder si c'est OnlyFans, ce qui est toujours un peu chiant. Ça dépend du corps de chacun, mais tu as des gens qui n'ont pas forcément envie de se foutre à poil. Donc du coup, qui est prêt à payer pour l'information d'un seul journaliste ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que ça marche sur la presse éco, par exemple, où en fait il y a des dirigeants ou des gens qui entreprennent ou qui investissent, qui ont besoin d'informations un peu, expertes sur des trucs, qui sont prêts à payer parce qu'au final, après il y a un retour sur investissement. Après, j'imagine, ça dépend des sujets, mais en tout cas, je le vois. Ouais, mais du coup, mais tu vois, imagine par exemple, si on prend la presse éco,
Je suis journaliste économique, Franck Hanez, journaliste économique. Je décide de faire mon blog, mon espèce de blog, enfin on va dire mon propre média. Donc j'écris des billets tous les jours et en fait parce que je veux en vivre et que je veux faire que ça, je dis bah ok, le billet il va être payant. Qui va payer pour ce billet? Est-ce que ça va être des lecteurs lambda, mais il va falloir qu'il y en ait un certain nombre pour me faire vivre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à réunir, à être suffisamment costaud pour, mettons, je sais pas, que je fasse payer 5 balles par mois, tu vois, par exemple. 5 balles par mois, c'est énorme. Bah, tu regarderas, j'étais chez Prisma Media, là, ils ont lancé 21 millions, qui est une newsletter sur la crypto-monnaie. Donc, tu as une newsletter tous les jeudis. Tu payes 6,99. Oui, mais c'est Prisma qui le lance. Ouais, mais c'est Grégory Raymond, qui est un journaliste. Ouais, mais il est pas payé. Lui, son salaire n'est pas que ça. Non, mais c'est pour te dire. Oui, mais c'est pour te dire que ça existe aussi. Alors, je te donne un exemple. Moi, tu sais, je suis un petit artisan, donc je fais des calculs très rapides, comme quelqu'un qui vient acheter des bonbons ou qui vend des bonbons. Je regarde, je dis, ok, ça m'a coûté combien les bonbons, ça rapporte combien les bonbons, est-ce que ça marche? Si je suis Franck Hanez, je fais mon truc éco, on va dire que j'ai besoin de 2500 balles net pour vivre correctement à Paris. Tu vois, en dessous de 2500 balles net, je me dis putain, il vaut mieux que je travaille pour un autre média, quoi. Enfin, pour un média, quoi. Donc je vais être mon propre patron. 2500 balles net. 2500 balles net, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à avoir 5000 balles qui rentrent. Une fois que j'aurai 1000 abonnés, 1000 abonnés à 5 donc, il faut que j'ai 1000 abonnés à 5 euros qui payent 5 euros pour lire mon information. Ça te paraît beaucoup? Ouais, ok. Non, mais 1000 abonnés, ça me paraît. 1000 abonnés à 5 euros pour lire un truc écrit par un type. Très spécialisé, Très spécialisé. Ça peut marcher sur des trucs très, très, très pointus. Mais après, tu as quand même un biais qui est dans quelle mesure, imaginons par exemple, si tu me dis, ah tiens, il y a des grands patrons, ils adorent s'abonner à cette newsletter parce que machin. Mais du coup, ça peut être dangereux aussi quelque part. C'est-à-dire que si tu es seul, tu as peu de clients quand même malgré tout. Donc tu connais quasiment tous tes abonnés. Tu sais un peu ce qui leur fait plaisir et tu sais ce qu'ils aiment. Donc du coup, tu te retrouves à faire un contenu qui est ce qu'ils recherchent. Donc après, ça peut marcher économiquement, mais est-ce que c'est vertueux d'un point de vue journalistique et etc. Non, après, c'est comme tout, il y a des freins. Mais en tout cas, c'est pas un modèle qui peut se dupliquer à l'envie en fait. Parce que tu vas pas avoir 50 000 mecs qui vont demander à être payés 5 euros pour. Ça peut pas être OnlyFans quoi, pour le coup. Tu vois. Et du coup, d'ailleurs, c'est plus que 5 euros OnlyFans, je crois. Je sais pas, t'as l'air plus renseigné. Non, on a fait un dossier dessus dans ce site. Ça pas longtemps. Ça cartonne ce truc. Ça... Ouais, mais ça cartonne pas pour tout le monde, je crois, malheureusement. Ah bon? Ouais, non. Bah non. Non. Bah c'est ça le truc, c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui. Ça cartonne pour ceux pour qui ça cartonnait déjà en fait. Ah oui, ceux qui se lancent quand t'es Bellatorn et que tu fais ton OnlyFans, oui, ça marche. Parce que tu as X millions de gens qui te suivent sur Instagram et machin, et donc du coup, tu arrives à en drainer une partie qui vont payer 15 $ pour ton truc. Mais quand tu es Martine à Martigues et que tu es chez toi, que tu as juste envie de te faire un petit délire et que tu te fous à poil pour 15 $, bah en vrai, ça intéresse personne et du coup, bah tu gagnes peut-être 30 $ par mois, mais c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme pour ce que tu donnes. Mais non, mais vraiment, je revenais vraiment au truc de comme dans la musique où tu as la théorie des true fans, là, tu sais, les 1000 vrais fans, où tu as besoin en fait de 1000 vrais fans pour en vivre. Tu sais, il y a une théorie comme ça. Ouais, mais ça existait avant. Tu sais que aujourd'hui, c'est plus dur encore. Avant, les petits artistes vivaient mieux que maintenant. Il y avait plus de gens qui vivaient de la musique que maintenant. Ah bon, parce que pour moi, c'était l'inverse. Non, bien sûr que non. Ah bah non, c'est 10 fois plus dur. Ok. 10 fois plus dur. 10 fois plus dur. Je pensais que justement on arrêtait arrivé sur. Bah non, parce qu'avant, tu vendais des disques. Donc c'est comme tout, hein. Quand tu vends un disque, même pas énorme, mais tu vendais un disque 10 balles. Bon, bah il y en avait 5 qui te revenaient dans la poche. T'arrivais à t'en sortir. Maintenant, tu fais 1 million de streams. Ah oui, non, tu gagnes rien. Tu reçois 1500 balles. Ouais. Donc, je crois que les artistes ils gagnaient beaucoup avec le merchandising dans leurs tournées, etc. Ouais, mais ça c'était le cas avant déjà. Mais là, c'est encore le cas aussi parce que tu peux quand même vendre. C'est pas énorme, ça marche. Mais en vrai, donc les petits artistes avant, ils avaient comme source de revenus les tournées qu'ils ont toujours. Enfin, plus maintenant, mais qu'ils ont quand il n'y a pas le coronavirus. La vente de disques qu'ils n'ont plus. Les droits qu'ils pouvaient toucher sur les diffusions de clips, etc. qu'ils n'ont plus. Donc en fait, il y a plein de guichets qu'ils n'ont plus en fait. Et ils n'ont plus qu'un seul guichet maintenant, c'est en gros
la pub, les synchros et les concerts. Donc si t'es pas un artiste qui fait des synchros et des concerts, t'es mort. Ou alors t'es un gros streamer. Mais un gros streamer, il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a pas beaucoup. Et du coup, et en plus ça a vachement concentré les choses sur un style. En gros, le rap en France, qui est devenu la pop des années 80, c'est devenu le rap. Et donc maintenant, si t'es pas un artiste qui fait de la musique urbaine, c'est dur d'en vivre. C'est dur d'en vivre, beaucoup plus dur. Et encore en France, il y a des systèmes d'intermittence, etc., qui font que les gens peuvent à peu près s'en sortir. Mais autrement, c'est très compliqué de vivre de sa musique en France aujourd'hui. Et donc en 2 mots, pour un peu conclure, t'es plutôt optimiste ou pessimiste pour la presse magazine? En 2 mots. Je suis ni l'un ni l'autre, réponse de Normand. Non, c'est une presse qui est en mutation, donc enfin c'est un média qui est en mutation, donc je suis pas inquiet sur le fait de raconter des histoires. C'est-à-dire que le récit continuera quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, on se racontait des histoires, les hommes préhistoriques dessinés dans les grottes. Demain, les mecs se raconteront des histoires avec des puces implantées dans la main des gens, et donc ça, il y a aucun stress là-dessus. Après, la forme du récit, ça, la technologie nous le dira. Est-ce que ça sera de la presse papier? Est-ce que ça sera des sites? Mais je suis pas moins inquiet pour la presse papier que pour les sites internet, quoi. Si c'est ça la question, tu vois. C'est-à-dire que je me dis pas, waouh, les mecs qui ont lancé un site en 2010, ils ont tout compris, quoi. Je suis pas sûr. Ils l'ont toujours pas rentabilisé, en tout cas souvent. Donc, est-ce que c'est mieux que la presse papier? La presse papier, ça a un avantage, c'est que t'arrives à avoir un modèle assez rapidement et un retour sur investissement assez rapide si tu fais les choses, si tu tapes juste. Ok. Ce qui est pas toujours le cas parce que tu peux émerger, comme il y a de moins en moins de journaux aussi, que c'est quand même un milieu assez restreint. Si t'es différenciant, si t'as un propos différent, tu peux exister sans avoir besoin de mettre des campagnes d'affichage partout, de dépenser énormément d'argent, quoi. Tu peux exister. C'est vrai. Alors que si t'es un média digital, moi, si demain je monte un site internet, mais si j'ai pas de thunes pour le promouvoir, c'est très dur pour qu'il existe. Parce que Google, c'est très grand. Et il faut apprendre à nager. Quand t'es dans l'océan Google, t'as intérêt à savoir bien nager, quoi. Et nager longtemps avant de pouvoir sortir la tête de l'eau, quoi. Métaphore sénégalaise un peu étrange, mais en gros, c'est ça quand même. Tu vois, à un moment donné, c'est pas si évident. Donc, t'as besoin de moyens, en fait. Et donc, les médias digitaux ont souvent besoin de beaucoup plus de moyens que des petits modèles économiques artisanaux comme la presse papier ou comme la radio. C'est pour ça que le podcast explose. Pourquoi le podcast explose? Parce que ça coûte pas cher à faire. Mais ça reste quand même difficile aussi d'émerger. Après, c'est difficile d'émerger. Donc, tu as un autre problème qui est émerger. Mais par contre, ça coûte suffisamment pas cher à faire pour que tu puisses, à terme, tenter le truc et ne pas forcément en vivre, mais en tout cas faire en sorte que ça te coûte pas trop. Donc, ce qui est déjà pas mal, pas si mal. Ok, on passe sur la question de la fin. Donc, question courte, réponse concise. Quels médias tu consommes au quotidien? Les médias de Sopress. C'est horrible de dire ça, mais en vrai, tu vas pas avoir un peu de veille. Je fais une veille via Twitter, en fait. Okay. Donc, je lis Le Monde, etc. Beaucoup la presse, la télé. Télé, pas du tout. Pas de télé. Pas de télé du tout, à part Arte de temps en temps, mais donc pas dans une consommation, pas d'information, mais de plaisir pur. Et puis un peu de plateforme. Un peu Netflix, un peu d'OCS, un peu d'HBO via OCS, un peu d'Amazon, machin, mais que pour des séries, quoi, en gros. Okay. Et puis cinéma mais sinon pas de télé linéaire, pas de radio linéaire. Non. Okay. Non. Est-ce que tu as des livres à recommander? Un ou des livres à recommander? Un livre à recommander. J'ai pas réfléchi depuis que tu m'as dit Leurs enfants après eux. Leurs enfants après eux? Ouais, qui a eu le Goncourt pas cette année, l'année d'avant. Ok. C'est pas très original. Mais je le connaissais pas. C'est un super livre. Ok. Qui raconte une adolescence dans l'Est de la France. Et comme j'ai vécu une post-adolescence dans l'Est de la France, ça m'a beaucoup parlé. J'ai l'impression de lire la vie de mon petit frère. Ok, je mettrai en référence comme tous les autres livres. Est-ce que tu as une routine ou des outils pour t'aider dans ta journée, dans ta productivité? Non. Non, c'est à l'ancienne, à l'instinct. C'est à l'instinct, et j'ai un bureau qui est ouvert, donc les gens viennent toutes les 2 secondes poser des questions. Et la journée, je passe surtout mon temps à répondre aux questions.
et essayer de faire Fais une FAQ. Ouais, c'est ça. Et faire des trucs, développer des projets. Et puis le soir, je relis les papiers. Ok. Dernière question pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui ont un projet entrepreneurial, donc que ce soit un magazine ou tout autre média, ou même une chaîne YouTube, est-ce que tu as un conseil à leur donner? D'avoir un truc à raconter. S'ils ont un truc à raconter original, pas de raison que ça ne marche pas. Mais faut pas le faire par opportunisme ou par envie de gagner de l'argent. Parce que ça, généralement, ça marche pas trop. Et puis, on gagne pas beaucoup d'argent dans les médias. Enfin, en tout cas, dans les médias qu'on fait nous, on gagne pas beaucoup d'argent. Mais par contre, si t'as un truc à raconter, tu peux faire vivre tes potes avec. Super. Merci Franck pour ton temps. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.